Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Fosséa. Bienvenue sur l'Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit la deuxième partie des Contrées sauvages avec Akodo Fossea comme special guest sur cette vidéo de la campagne d'Innsmouth que on a pu commencer du coup maintenant il y a 15 jours du coup avec les premières parties qui concernaient les spécificités de la campagne et l'approche des scénarios. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ce qu'on avait dit du coup sur les spécificités de la campagne? On va pas revenir sur les scénarios. Bon, rapidement, il y avait donc deux types de scénarios. Les scénarios qui étaient basés sur l'exploration avec les tunnels aquatiques et puis les scénarios un peu particuliers, notamment le final, les scénarios sur la route et mouillé jusqu'au cou ou même le deuxième scénario, hein, qui est un peu le scénario Cluedo, qui comporte des particularités d'une campagne qui a d'une manière générale quand même beaucoup d'ennemis. Et des cartes traîtrises avec des conditions de check automatiques en fonction des symboles, par exemple. Oui. On avait mis en avant une réelle agressivité de la campagne, tantôt avec ces nombreux ennemis qui avaient des effets d'engagement pour tout le set des profonds ou les sets des profonds, et aussi une agressivité à l'égard des cartes traîtrises qui, moyennant certains échecs automatiques avec des pions symboles, venaient nous coller quand même pas mal de dégâts et d'horreurs de façon assez gratuite, hein. C'est ça, ouais. Donc du coup, fort de ce petit rappel et de ces éléments, on va vous proposer toute une série d'investigateurs avec Akodo. Alors, on va proposer deux par classe. On n'a pas spécifiquement parlé des investigateurs neutres. C'est vrai qu'on les avait un peu écartés de la réflexion. Bon, sur Lola et sur Charlie, concrètement, on peut dire que Charlie, en soi, puisqu'il a quand même, il joue sur les alliés, il va avoir une capacité de tank qui est intéressante vis-à-vis des ennemis et vis-à-vis des cartes traîtrises qui vont mettre des dégâts et des horreurs. Ce qu'il y aurait autre chose à dire rapidement sur Charlie. Non, 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 il est assez flexible au niveau des types de deck building qu'on veut prendre en parallèle sur son splash, mais l'avantage principal, ça va être les alliés qu'il va pouvoir mettre en jeu pour tanker et ou lui permettre d'avancer dans le scénario. Voilà, après Lola, concrètement, bon bah, elle peut tout faire. Donc à partir de là, c'est Et- vrai que, à mon avis, elle peut aller bien partout et mal partout. Ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on arrive à la jouer, hein. Ouais, ouais, et puis son désavantage principal sur Innsmouth, justement, ça va être l'agressivité, ce qui va attaquer rapidement en fait ses points de vie et sa santé mentale. Or, elle a des très faibles stats là-dessus, donc ça peut être compliqué pour elle, notamment en début de campagne, par contre. Bon, allez, on va du coup commencer les différents investigateurs avec la première des classes, la classe gardien. Et le premier investigateur que Fossea a choisi pour nous, c'est Tommy Muldoon, le bleu. Alors du coup, pourquoi nous proposer de jouer Tommy Muldoon sur cette campagne en particulier? Et justement, Tommy a, de par sa capacité, tendance à jouer des soutiens qui vont, tanker, qui vont encaisser, des dégâts, des horreurs, qui viennent, du set de rencontre ou des profonds. Et ces soutiens ne vont pas être défaussés, ils vont être remélangés dans le deck et fournir des ressources, soit des ressources en tant que telles, soit alimenter Becky, sa carte signature, qui va lui permettre par la suite de gérer les ennemis. Ouais. Donc ça, c'est le gros avantage de Tommy, pour moi, il est justement de jouer sur ces soutiens-là pour encaisser le scénario. Ouais, et donc du coup, c'est vrai que bah, la carte signature de Tommy entre, on va dire, en résonance avec sa capacité, et qui plus est, Becky est une arme. Et du coup, bah, une arme sur Innsmouth, à partir du moment où on a de nombreux ennemis à gérer, c'est quand même très intéressant. Surtout que, comme tu l'as dit, sa capacité va lui permettre de remettre des munitions sur Becky, ce qui veut dire, quelque part, un certain gain d'action pour avoir une arme pérenne qui pourra nous accompagner durant toute la durée du scénario. Oui, c'est ça. Elle va permettre de se recharger. Et alors, il y a d'autres variantes, hein. On peut jouer par exemple sur le gain de tempo avec les couteaux de survie, euh,
pour éliminer durant la phase des ennemis, notamment je pense au couteau de survie 2 XP, les ennemis tout en encaissant leur attaque d'opportunité pendant notre tour. Mais Becky, ça reste une super carte avec Tommy. Et voilà, particulièrement sur cette campagne. Mm. Bon, sachant que voilà, il y a plein de cartes qui sont arrivées en plus avec les clés écarlates récemment pour cet archétype Pimp My Gun, c'est-à-dire le fait de venir agrémenter une arme à feu au travers de différents événements, notamment avec ce trait amélioration qui s'attache à l'arme et qui nous permet justement de faire en sorte que de cette petite béquille qui n'inflige que plus un dégât au début de la campagne, on se retrouve avec un véritable fusil à pompe qui peut envoyer les dégâts parfois 3 par 3 voire 4 par 4 selon les améliorations qu'on prend. Hein. Tout à fait, ouais, ouais. Et si on parle des clés écarlates, c'est aussi une carte en particulier qui va bien avec Tommy, c'est l'armure du chasseur, qui est une carte personnalisable, qui prend un emplacement de corps et qui, en fonction des points d'expérience qu'on va dépenser dedans, peut notamment permettre d'infliger des dégâts lorsqu'on y assigne des dégâts ou des horreurs. Donc du coup, ça rentre parfaitement dans la technique de jeu de Tommy, d'encaisser des dégâts, de répondre en réaction avec l'armure, puis remélanger l'armure, gagner des ressources, alimenter Becky. Voilà. Et justement, c'est vrai que Tommy, en tant que gardien qui en plus aime à avoir ce genre de soutien qu'il pose et qui va remélanger dans son deck, avec son biclassage survivant, donc gardien 0 à 5, survivant 0 à 2, a pléthore de possibilités pour gérer les dégâts et les horreurs, tantôt pour lui, tantôt pour ses amis. On a, encore une fois, engagement solennel, une raison de lutter, détermination exemplaire, le manteau de cuir et le précieux souvenir, pour ne citer que des exemples voilà, très simples. Akodo vient de parler de l'armure du chasseur, et avec cette carte, cette petite spécificité de l'engagement solennel en multi, qui va nous permettre de venir grappiller entre guillemets les dégâts et les horreurs de nos camarades de jeu et venir les mettre sur ces fameux soutiens. Et à noter notamment le précieux souvenir qui a un bénéfice de 2 ressources, hein, parce qu'il coûte 0, il peut encaisser 2 points de santé mentale. Donc du coup, à partir du moment où il a atteint 2 points de santé mentale, le précieux souvenir va être remélangé et on va y gagner 2 ressources pour une carte qui initialement nous aura coûté 0. Et c'est quand même tout bénéf. Ouais, c'est vrai. À noter aussi que bon, elles sont à mon avis peu employées, mais les versions 1XP du précieux souvenir et du manteau de cuir, qui sont des cartes qui s'exilent, qui se bannissent si jamais elles sortent du jeu. Bon, alors ça vient, on va dire, mettre à mal l'effet de Tommy. Néanmoins, ça vous fait quand même un gain de combien 4 ressources, je crois 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, typiquement en fin de campagne, hein, s'il nous reste des points d'expérience, c'est un bon investissement. Hein, Quoique là, j'y réfléchis, comme la carte est bannie, est-ce qu'on récupère les ressources ou pas Je crois que le mélanger c'est la dernière phrase de la réaction, donc à vérifier, mais je crois qu'on gagne les ressources, mais comme elle est exilée, on ne peut pas la remélanger. Ouais, donc c'est une histoire de tempo à revoir dans les faits, mais effectivement, je crois que c'est ça, c'est gagner X pour X ressources, X étant le nombre de dégâts et ou horreurs dessus, mélanger cette carte dans le deck. Donc du coup, si c'est dans cet ordre-là, ça passe. Ouais, c'est ça. De mémoire, ça a été écrit de cette manière-là. Donc bon. Autre chose à dire sur Tommy avant de passer au prochain gardien? Non, c'est un navigateur que j'aime beaucoup, donc c'est typiquement une campagne dans laquelle il va bien. L'autre gardien qu'on peut vous proposer, c'est Sœur Marie, qui est du coup la gardienne de ce cycle-ci. Alors, Sœur Marie, évidemment, on en a parlé dans l'instinct de survie que Akodo avait joué pour du coup la conspiration d'Innsmouth. Et évidemment, le gros point fort de Sœur Marie sur cette campagne, et de façon globale, c'est le fait de venir remplir la réserve, enfin le Chaos Bag de pions bénis. Évidemment, c'est utile pour toute campagne, mais ça l'est d'autant plus pour Innsmouth parce qu'on a ces fameuses traîtrises qui nous collent des dégâts supplémentaires selon si on révèle un pion ou un autre. Et même si on est d'accord qu'on doit repiocher un pion derrière le fait d'avoir pioché un pion béni, il y a quand même un effet de dilution où si on a des cartes qui viennent, comme par exemple le traité sacré ou l'antique traité quand on joue en multi,
nous empêcher de retirer d'autres pions derrière, c'est tout bénef. Tout à fait. Et on peut même rajouter aussi Contresort, hein, depuis la dernière liste des tabous, qui coûte, une carte mystique qui coûte 2 XP, mais qui annule le pion et qui arrête le test, à ce moment-là, qui fonctionne du coup sur ce type de symbole béni. Alors Et le principal avantage au-delà des pions bénis de Sœur Marie, c'est que comme elle est biclassée mystique, elle va jouer sur deux statlines, la volonté et la force. Et du coup, toute la famille des entraînements physiques va venir être d'une grande utilité, comme on l'a vu d'ailleurs dans le deck que tu avais mis en œuvre pour cette campagne, mmh, puisque bah, la volonté lui permettrait en solo d'enquêter via des sixièmes sens ou quoi que ce soit, et la force bah, viendrait lui permettre de gérer les ennemis, notamment avec des armes comme la lance sainte par exemple. ouais, ça marche vraiment tout seul, elle a aussi accès, au flambeau de Stuga, de niveau 4, heu, grâce au fait qu'elle ait droit à des cartes gardiens, pardon, de niveau 0 à 5. Donc, elle a pléthore de solutions, à la fois pour la gestion d'ennemis, pour la gestion du deck de rencontre et donc typiquement, voilà, un sixième sens pour enquêter à la volonté, complète parfaitement les possibilités de Sœur Marie. Oui, c'est vrai que voilà, pour le deck de rencontre, comme elle a accès aux cartes mystiques, bah, elle a tous les cancels qui vont bien, le sort de protection, le contre-sort, le nier l'existence. Donc le fait de pouvoir prendre les cartes de niveau 0 à 2 en mystique, c'est quand même un énorme avantage pour elle, hein, du coup. Ouais, ouais, Mm. c'est hyper confortable. Mm. Bon, après, voilà, c'est vrai que le reproche qu'on peut lui faire à Sœur Marie, c'est que, notamment en matière de points de vie, elle est un peu fragile. Alors oui, il y a sa carte signature l'ange gardien qui lui donne plus 3 points de vie, si je ne m'abuse. Bon, néanmoins, il y a des cartes de soins en gardien. On a notamment le miroir sacré de niveau 3 qui fait parfaitement l'affaire pour soigner l'investigateur, que ce soit bah, notre investigateur ou les camarades de jeu. Et en plus, avec la version de niveau 3, pouvoir remélanger les mélodies apaisantes dans le deck, c'est quand même un avantage qui est non négligeable. Ouais, ouais, c'est je trouve un très bon pendant, pour compenser le faible nombre de points de vie qu'elle a, c'est justement, avoir accès au miroir sacré, aux mélodies apaisantes qui sont des cartes sorts. Donc, on a pris une initiation aux arcanes, par exemple, comme, allié, ça nous permet aussi d'aller, plus facilement les piocher. Heu, Après voilà, attention à ce 5 points de vie, moi de mon retour sur Innsmouth, plusieurs fois, il y a eu des situations qui étaient très, très compliquées, en particulier à cause des profonds qui, à l'engagement, peuvent infliger des PV. Ok. Après, voilà, il y a une carte qu'on voit peu dans les decks, qui est la quiétude spirituelle. En tout cas, moi, je sais que ben, malheureusement, j'ai fait un deck marque avec la quiétude spirituelle, mais je l'ai jamais joué et j'ai jamais joué la quiétude spirituelle. Alors que c'est vrai que pour cette campagne-là, c'est quand même une carte qui, à mon avis, pourrait rentrer. Hein. T'en penses quoi? Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est même une carte que j'ai utilisée, dans un deck Tommy récemment, parce que l'emplacement d'Arcane déjà en gardien, il commence à être un petit peu challengé maintenant, mais d'une manière générale, il y a pas trop de compétition dessus. Le coût en XP est cher, certes, mais pour 3 ressources, on a 6 points de tank et surtout la possibilité de nettoyer la carte, de la ramener à ses stats initiales pour une action rapide, en contrepartie de défausser un autre exemplaire de quiétude spirituelle qui est une myriade et donc du coup qui est présente en 3 exemplaires dans le deck. Et voilà, c'est quasiment, le meilleur tank, en gardien, je trouve. Ouais, ouais, c'est Mmh, vrai que là-dessus, qui est l'avantage, c'est le gain d'action qu'on a une fois qu'on a posé le premier exemplaire. Le fait de pouvoir en rapide défausser les deux autres, bah, quelque part, ça va au mieux nous soigner deux horreurs et deux dégâts. Donc un soin de 4 points au total en rapide, c'est quand même exceptionnel. mmh. Donc du coup, ça évite aussi des attaques d'opportunité, hein. Typiquement, si, pour les personnes qui jouent en solo, ça nous permet de ramener à zéro la quiétude spirituelle, mettre, en jeu un sort, par exemple, pour s'en sortir si on est engagé avec un ennemi, et donc du coup, bah, prendre l'attaque d'opportunité sur la quiétude spirituelle qu'on vient de ramener à zéro. C'est voilà, ça fait partie des petits tricks, bien sympas avec cette carte.
Et c'est vrai que moi, je l'envisageais particulièrement avec Marc parce que bah, tous les dégâts qui vont aller sur la quiétude vont nous permettre de piocher. Enfin, tous. Dans la Mm. limite de la capa de Marc, évidemment, hein. Mais c'est vraiment un tank qui, moi, avec Marc, me paraissait vraiment très très bien à jouer. Il faudra qu'un jour je le joue, pour le coup. Oui, et puis avec Marc, c'est d'autant mieux que le 3 de- d'horreur, c'est vraiment une très bonne chose pour lui, qui est quand même assez bas dans cette statistique. Ouais. Et l'autre carte aussi qui va bien bah, à tout gardien sur cette campagne, à mon avis, c'est l'équipement de protection qui nous est arrivé avec les confins de la Terre. Puisque, bon, déjà, il y a un coût en XP qui est quand même moindre que celui de quiétude spirituelle. Il y a un tank qui est équivalent une fois qu'on dit qu'on n'a qu'un seul exemplaire de la carte. C'est sûr que, en gros, pour une action, on aura 3 et 3, comme la quiétude spirituelle. On n'aura pas cette capacité de soin. Néanmoins, on a cette possibilité de venir annuler une traîtrise, annuler l'effet révélation d'une traîtrise risque, moyennant un dégât et une horreur sur l'équipement de protection. Ce qui me fait dire qu'avec Tommy, par exemple, c'est pas trop mal du tout cette histoire. Alors le seul problème de l'équipement de protection, pour le coup, c'est l'emplacement de corps, qui n'est pas vraiment un souci si on joue le sac à dos de XP qui va aller chercher l'équipement, se stocker, permettre de vider le sac à dos, puis à la fin jouer l'équipement de protection dans cet ordre-là. Mais l'épée est surtout pour contrer les traîtrises risques, pardon, qui sont assez nombreuses sur Innsmouth. Voilà, c'est vraiment une super action. Hmm. C'est vrai que concrètement, voilà, toutes les traîtrises en lien avec l'inondation sont des traîtrises risques, ce qui fait qu'il y en a quand même un certain nombre et sur bah, quasiment tous les scénarios, quoi. Ouais. Bah, il y en a sur quasiment tous les scénarios. Et en plus, Tommy n'a quasiment pas accès à du contrôle de deck de rencontre. Donc enfin, je trouve que c'est une bonne alternative aux événements survivants qui pourraient exister, mais qui vont en contrepartie demander des tests de volonté. Bon, je pense qu'on en a fini avec les gardiens. Ouais, les gardiens, on les a vus. Moi, j'aime particulièrement Fleur Marie sur Innsmouth. Et j'aime bien d'une manière générale aussi tester les investigateurs de la campagne. Donc je pense qu'on va en retrouver certains par la suite. Allez, du coup, on enchaîne avec les chercheurs et le premier chercheur dont on va vous parler n'est autre que Ursula Downs. Bon, Ursula Downs, ce qu'on peut dire, Fosséa, c'est que tu l'as sélectionné pour sa mobilité. Oui, tout à fait. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Il y a une grosse partie des scénarios sur Innsmouth qui vont demander de l'exploration avec des maps, des cartes pardon, qui ne sont pas aussi grandes que sur les confins de la Terre, mais qui vont quand même demander à se déplacer de nombreuses fois par des points clés ou aller chercher des endroits, enfin des flashbacks ou des clés à un endroit et puis revenir à un lieu de sortie par exemple. Hmm. Et Ursula, le fait de gagner une action enquête lorsqu'elle arrive dans un lieu, c'est pas forcément lorsqu'elle révèle un lieu, hein. C'est important. C'est simplement limité à une fois par an, mais elle peut venir finir un lieu au retour, par exemple, ou lors d'un autre déplacement. C'est une super action. Voilà. C'est vraiment une quatrième action par tour. On pourrait presque le prendre de cette manière, avec en plus une stat en agilité de 4, qui est une très bonne stat en fait pour tout ce qui est la gestion d'ennemis. Hmm. Et c'est vrai, voilà, la stat d'agilité est très importante sur Ursula parce que, encore une fois, il y a tous ces effets d'engagement des profonds. Elle va pas pouvoir forcément les gérer par le combat. Mais entre sa stat d'agilité qui est importante et sa mobilité qui en plus est boostée par la classe chercheur avec des cartes comme raccourci, éclaireur, la carte ancestrale, le pendentif de l'arène, vous avez autant de possibilités de soit contourner les ennemis chasseurs parce que les cartes, les maps le permettent quand même, soit même de vous télétransporter avec l'Atlas ésotérique ou le pendentif de l'arène, ce qui fait que du coup, encore une fois, Ursula va venir sublimer sa capacité via ses déplacements tantôt rapides, tantôt en mode téléportation pour éviter les ennemis. Ouais. Et une carte qui est importante à prendre en compte, c'est les chaussures de randonnée aussi, hein, Mm. qui vont booster son agilité et qui vont encore une fois lui faire gagner du tempo en lui permettant de se déplacer après qu'elle ait découvert le dernier indice sur un lieu.
C'est, voilà. Ça, Mm. c'est les avantages d'Ursula en tant que chercheuse. Après, il y a aussi tous les avantages qui sont liés à ces contraintes de deck build, notamment sur les reliques. Oui. C'est sûr. Après, on peut parler aussi, bon voilà, les chercheurs, moi j'en ai beaucoup parlé sur ma série Instinct de survie sur les chercheurs, c'est le fameux William Maléson, surtout la version XP, mais la version niveau 1, enfin de niveau 0, pardon, est déjà très bien pour en fait éviter le fait d'avoir des ennemis. Et sur Innsmouth, c'est vrai que Maléson, notamment pour les chercheurs et qui plus est sur Ursula, ben, c'est quand même tout bénef. On pioche un profond, ben, en fait, on le remet dans le deck de rencontre et avec la version XP, on peut même le Mhm. défausser. Bon, rien nous dit qu'on va pas repiocher un profond derrière, mais néanmoins, c'est quand même pas de chance de piocher deux ennemis d'affilée sur le deck de rencontre. Donc c'est vrai que Maléson, pour les chercheurs dans cette campagne-là, c'est vraiment pas, pas obligé, pas obligatoire, mais c'est un plus qui est quand même assez énorme. Ouais, surtout pour les chercheurs ou les investigateurs qui pourraient jouer Madison 2XP en particulier, Mm. des investigateurs qui auraient une faible volonté. Ça, c'est avoir un Madison, c'est un énorme boost, hein. C'est presque malheureusement devenu une carte obligatoire dans ces decks. Bon, évidemment, dans l'esprit de cancel, etc., on a toujours averti qui se joue pas tout le temps, mais c'est vrai que bon, bah, on est en chercheur, placer un de nos indices sur notre lieu, c'est pas forcément le plus embêtant. Et pour gérer notamment les traîtrises qui mettent en panne les véhicules, comme le bateau ou les voitures, c'est quand même pas inintéressant, je pense. Non, ouais, effectivement. Ça sera toujours plus simple, hein, d'aller récupérer l'indice par la suite que de prendre le risque de la contrepartie de l'effet révélation d'une traîtrise. Donc, c'est aussi une bonne alternative si on ne veut pas jouer Maléson dans le deck. Ok. Le deuxième chercheur proposé, c'est Vincent Lee, qui nous est arrivé du coup avec les clés écarlates. Vincent Lee, bon, du coup, plutôt en tant que soigneur, j'ai l'impression, hein. Ouais, Vincent Lee qui est assez récent et je trouve qu'il a énormément de possibilités, notamment par ses conditions de construction de deck, mais aussi par le fait de rajouter donc sa carte signature En convalescence. en convalescence. Merci, je n'avais pas le nom en français. Soit à lui, soit à un autre investigateur en multi, donc il n'est pas bloqué justement par ce type de contrainte. Hmm. Et puis l'autre avantage de Vincent, à mon avis, c'est son autre carte signature, la Siaos. Encore une fois, je reviens là-dessus, on a beaucoup d'ennemis. Avoir une carte signature qui est une arme et qui permet de... Bon, en l'occurrence, là, ça l'est pas, c'est un outil, corps à corps. Mais elle permet de gérer les ennemis au travers du combat, donc c'est quand même pas mal. Et puis il y a toujours son deuxième effet, qui, bon, moi je sais que j'ai utilisé qu'une seule fois, quand j'étais en solo. Mais bon, encore une fois, quand on joue en multi, soigner 5 dégâts d'un investigateur dans son lieu, c'est quand même pas rien sur une campagne qui a tendance à distribuer les dégâts un peu de façon fort généreuse, on va dire, hein. Ouais, et puis même d'une manière générale avec Vincent Lee, on va avoir légèrement tendance à accepter ou à faire en sorte d'avoir des dégâts sur soi. Donc du coup, avoir un peu cette espèce de panic button pour se soigner d'urgence, tout en prenant le risque rater le test, hein. Ça, quand ça arrive, ça fait mal. Mais voilà, c'est jamais perdu. En plus, bon, au pire, la carte a que des bonnes icônes. Donc, qu'on décide de le jouer en solo avec d'autres armes, parce qu'il peut avoir des cartes gardiens comme une machette par exemple, ou en multi, venir un petit peu avoir la possibilité d'enquêter, de récupérer des indices, tout en ayant la possibilité de se débrouiller seul face à des rats par exemple, ou à un cultiste, c'est tout bénef, hein. Mm. Bon, après, voilà, Vincent Lee, il appréciera énormément avoir une Jessica Hyde avec lui, par exemple. Là, on a Ouais. vraiment cet esprit de recycler son en convalescence en fait, à tous les tours, hein. Mm, mm. Mm. Ouais, tout en boostant en plus la valeur de combat. Ça lui donne une statline complète qui est pas dégueu, hein. Ouais.
Ouais, c'est Moi, sûr c'est que vraiment intéressant. c'est la statline de Vincent, à l'instar de celle de Caroline, n'est qu'à 11 et pas à 12, avec 3 en volonté, 4 en intelligence, 3 en force, 1 en agilité. Mais malgré ce petit moins, c'est une statline qui est plus que correcte. Enfin, elle est très très bien, sa statline, hein. Ah ouais, elle est pas du tout bloquante, hein. Hmm. Enfin, je veux dire, et le 3 en volonté ne le condamne pas, nécessairement. Surtout qu'il faut partir du principe qu'il va régulièrement avoir donc ces 2 icônes avec la carte en convalescence en main, et qu'il va pouvoir réutiliser chaque tour. Donc, Hmm. voilà, ça c'est, en plus de toutes les combinaisons qu'on pourrait avoir avec Vincent Ly, sur, Bien équipé, studieux, à la croisée des chemins ou ce genre de choses, hein. Et il a pas besoin d'un énorme, pool de cartes pour pouvoir commencer à se mettre en place et jouer. Hmm. Je, J'insiste là sur Jessica. Pour le coup, avec Vincent Lee, le fait qu'elle rentre en jeu avec 2 dégâts sur elle, c'est un avantage. Contrairement à Peter Sylvestre de niveau 2 qui rentre sans horreur sur lui, c'est vrai que Jessica, pour Vincent, elle est tout de suite opérationnelle parce que comme si vous la jouez pas en votre tour, eh bien, après la fin de votre tour, vous lui soignez un des 2 dégâts qu'elle a sur elle, vous récupérez déjà en convalescence. Donc c'est vrai que Jessica là-dessus avec Vincent, elle est particulièrement appropriée. Bon, on ne parlera pas de Guirish, voilà, hein, parce que Oui, oui, bah, non, mais, on peut faire un deck Vincent Ly, parce qu'il peut rentrer des cartes, qui soignent jusqu'à des niveaux 5. Donc on peut parler de Guy-Riche, on peut parler de la hache runique aussi, hein, si on la rentre avec un XP sur la capacité de soin et faire des choses, qui sont, assez énormes. Mais je trouve que c'est pas la chose la plus intéressante, avec Vincent. Voilà. non. Que jouer sur bien équipé, jouer sur, Jessica Hyde, jouer en multi en tant que 3e investigateur, qui peut enquêter, soigner et taper au besoin. C'est ce qui est le plus intéressant chez lui. Hmm. Bah, du coup, effectivement, en multi notamment, on a par exemple la trousse chirurgicale qui sera particulièrement appréciée par Mmh. nos amis investigateurs, hein, puisque, bon, moyennant voilà, le fait de jouer la carte, on va pouvoir avoir un certain gain d'action en matière de soins, puisque à chaque fois qu'on va soigner un effet, un dégât à un investigateur, on pourra tantôt lui soigner un dégât supplémentaire, tantôt piocher une carte et soigner une horreur. Mais c'est plus du tout le même type de deck, dans cette configuration-là. On va vraiment avoir un Vincent qui va être au service des autres et qui va aussi permettre aux autres, investigateurs, investigatrices de jouer plus sereinement, entre guillemets, autour de la table. Ce qui est, ce qui est particulièrement intéressant, moi je trouve, avec Vincent, grâce à cette carte, c'est que en fait, il sort un peu de sa spécialisation de soigneur de dégâts exclusifs. Contrairement à Caroline, qui, sauf erreur de ma part, a pas vraiment de cartes qui vont bien d'emblée pour faire du soin de dégâts. Là, avec la trousse chirurgicale, alors oui, c'est pas le fonds de commerce de Vincent, mais bah voilà, à chaque fois qu'il va soigner avec la trousse, ou enfin, en tout cas, où il va activer l'effet de sa trousse, il peut soigner de l'horreur. Mmh. C'est complémentaire, hein. Hmm. C'est vraiment complémentaire, elle est un poil chère en points d'expérience, mais tout enfin, tout me va Hmm. dans cette trousse, ouais, Typiquement, c'est vrai que c'est je sais plus qui m'avait fait la remarque que la trousse était un peu chère en XP. Moi, j'avais dit, bah, après, concrètement, on joue aventurier avec Vincent Lee, il peut le prendre. L'aventurier, bon, bah, coûte 4 ressources, certes, mais il est niveau 0 et il pourra lui mmh. remettre 3 ou 4 provisions dessus. Je sais plus combien c'est, 3 ou 4. Ouais, ouais, mais 4. Hmm. Il peut venir mettre, 4 provisions dessus, tout en tankant des dégâts, ayant la possibilité de les soigner derrière. Il y a aussi la possibilité de jouer, la version XP de planque au cas où, hein, si Hmm. jamais il y a besoin de ressources. Hmm. Tout Heu, à fait. ouais, Hmm. c'est un module que j'aime bien, hein. Hmm. Surtout sur Innsmouth où on va prendre des dégâts, et très, très régulièrement. Hmm. Et puis on a aussi la fortune capricieuse qui nous est arrivée aussi avec Innsmouth, avec ce fameux trait dilemme. C'est-à-dire que c'est une carte qui est dans notre deck. Quand on la pioche, on doit résoudre son effet révélation.
Et là, honnêtement, moi, pour le coup, je l'ai joué avec Vincent Lee en trio. Ah bah, la fortune capricieuse, c'était quand même pas mal du tout pour soigner. Alors certes, on va placer une fatalité sur l'intrigue en cours, mais soigner 3 dégâts et 3 horreurs de chaque investigateur en jeu, pas dans le lieu, en jeu, c'est juste énorme. Surtout quand on a certaines campagnes qui ont tendance à mettre quelques traumas à droite à gauche. C'est un peu moins le cas Mm. d'Innsmouth, c'est plus vrai pour la civilisation oubliée. Néanmoins, avec tous ces effets d'engagement, encore une fois, euh, si on pioche la fortune capricieuse en milieu, voire fin de partie, ça, c'est presque assuré qu'on soignera au moins 2 et 2 de chaque investigateur. Hein. Ouais, et alors on va pas avoir de contrôle sur l'effet révélation, mais sur ces cartes dilemme-là, il y a toujours possibilité de compléter le deck avec des dégourdis pour venir justement déclencher, quand on le souhaite, les effets de fortune capricieuse ou d'autres cartes dilemme qu'on pourrait avoir à jouer. Moi, je trouve que le fait que ça affecte chaque investigateur, c'est vraiment le point le plus important de la carte. Que ça soigne aussi des horreurs et des dégâts. Euh, Ça permet de faire remonter en convalescence. Enfin, voilà. Tout est bon, quoi. Un, un truc théorique que j'avais fait, je crois que c'était avec Vincent Lee aussi, je ne l'ai pas joué ce deck, mais c'était de cumuler apprentissage forcé et équipement limité avec un maximum de cartes dilemme, en espérant en fait défausser un certain nombre de cartes dilemme avec équipement limité, et quasiment systématiquement en défaussant les dilemmes grâce à apprentissage forcé, et justement entre dégourdi, grappiller des provisions, jouer les dilemmes quand je le souhaitais en fait. À la demande, Donc, à tester, hein, un prochain challenge. ouais, ça peut être intéressant pour contourner un peu cette contrainte que nous mettent les dilemmes. Bon, je sais pas ce que ça donnerait, surtout en solo, ça va être un peu lourd, mais il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Ouais. de rigolo. Et peut-être euh, peut-être d'autres cartes dilemmes qui permettront d'augmenter le pool aussi à l'avenir. Mm. Ça peut être pas mal. Pour l'instant, c'est un petit peu limité. Il y en a 3-4 qui sont intéressantes. Mais, Ok, bon, c'est au tour des truands. Et au sein des truands, on va commencer avec Tony Morgan, le chasseur de primes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Tony? Tony, pour moi, c'est un des meilleurs gestionnaires d'ennemis qu'on peut avoir, notamment grâce à sa carac de 5 en combat. Donc 5 en combat, 9 points de vie, c'est la bonne stat entre guillemets sur Innsmouth. En plus de ça, il y a la possibilité de placer des primes, de gagner des ressources. Et de plus, bah, c'est un investigateur qui arrive avec comme carte signature des armes à feu. Hein. C'est les Colts de Tony. Tout un panel de cartes truands. On peut aussi rajouter les Mauser par exemple comme arme à feu. Prendre le choix de la classe gardien comme classe secondaire, donc qui va permettre de jouer fiable, mission supplémentaire, audace, coup vicieux, habilité au tir, qui est particulièrement utile lorsqu'on joue en multi. Voilà, c'est pour moi un très très bon choix d'investigateur sur Innsmouth comme gestionnaire d'ennemis en multi. Et en solo, il se joue très bien aussi en prenant la classe gardien avec scène de crime, taper dans la paumière, la dernière carte truand par exemple, qui va nous permettre d'aller chercher un ennemi pour récupérer des indices. Donc voilà, Tony, il y a du tout bon. L'autre euh, l'autre avantage quand on prend Tony en mode gardien en multi sur cette campagne, c'est le fait de pouvoir jouer des cartes comme Laissez-moi régler ça ou encore le premier tour de garde. C'est pas du cancel, mais néanmoins, c'est la façon qu'on a de protéger notre chercheur qui est en train, lui, d'enquêter. Et c'est vrai qu'on lui évite non seulement le fait d'avoir un ennemi d'engager avec lui, mais on lui évite aussi, dans le cadre des profonds, le fameux effet un Et, dégât ou une horreur. Donc, quelque part sur cette campagne, il y a ce double effet qui se coule. Éviter l'ennemi et éviter
l'effet lié à l'engagement. Donc, il tombe sur la mauvaise personne, celle qui a les clés, par exemple, celle qui n'a presque plus de points de vie. Ouais, ouais, c'est plutôt une bonne chose. Surtout que Tony, en tant que truand, il va pouvoir bénéficier de nombreuses cartes qui vont lui permettre d'avoir du gain d'action, comme Léo Deluca, Instinct Affûté, ce genre de choses, quoi. Mm. Et effectivement, je reviens sur ta remarque sur les clés. On l'avait dit, il y a des ennemis sur certains scénarios. Il y a l'amalgame dans le scénario 1, il y a Ozeros March dans le scénario 6, qui, Six. si vous attaque ou si vous engage, il vous pique vos clés. Donc effectivement, si vous jouez un premier tour de garde et que parmi les cartes consultées, il y a celle qui génère l'amalgame quelque part, eh bien, en fait, vous refilez cette carte-là à l'investigateur qui n'a pas de clé sur lui, et c'est tout bénef. Après, l'amalgame, je sais pas si l'amalgame il peut être géré de cette manière-là, mais il y a d'autres profonds qui sont dans le deck de rencontre qui ont des effets sur les investigateurs qui ont des clés, que ce soit en choix de proie ou en effet d'engagement. Ouais. Mais Ok. bon, d'une manière générale, contrôler le deck de rencontre, c'est toujours une bonne chose. Hmm. Le deuxième truand dont on va parler, c'est Monterey Jack. Bah, quelque part pour les mêmes raisons qu'Ursula, c'est-à-dire la mobilité. Bon, là, Monterey, j'ai envie de dire, il sublime encore plus la mobilité qu'Ursula. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais voilà, c'est un investigateur qui a un pool de cartes qui est quand même sensiblement proche. Donc, avec les cartes à XP des chercheurs, il a tout autant de possibilités de gains de mobilité. Encore une fois, les raccourcis, éclaireurs, la carte ancestrale, le pendentif de la reine. Mais c'est vrai que, à l'instar de Tony, sa carte signature, qui est aussi une arme, l'aide aussi dans sa gestion de la campagne. Ouais, tout à fait. Le fidèle fouet qui va lui permettre, dans le cas d'une attaque avec sa stat forte, hein, l'agilité, soit d'infliger un dégât supplémentaire, soit d'échapper automatiquement à l'ennemi. Il a aussi autre chose dont on n'a pas parlé sur cela, mais qu'on peut prendre en compte pour Monterrey, c'est jouer autour de comment ça s'appelle, les pierres anciennes, notamment qui vont en fonction de sa pioche. J'ai en tête celle qui inflige des dégâts, qui, euh, qui est extrêmement puissante avec un Monterrey qui va pouvoir profiter d'éliminer concrètement ces profonds ou les ennemis tout en continuant à se déplacer, à enquêter. Enfin, pour moi, Monterrey, c'est vraiment un des meilleurs choix sur Innsmouth. Hmm. Oui, c'est vrai que les pierres anciennes, j'ai pas mis ça là sur la présentation, mais voilà, les pierres anciennes, ce sont les cartes étudiées, enfin nouvellement étudiées, qui nous sont apparues avec la civilisation oubliée, si je ne m'abuse. Et voilà, à chaque Oui, fois c'est ça. que vous piochez, pardon, un certain nombre de cartes, vous pouvez dépenser X secrets, X étant le nombre de cartes piochées, pour tantôt vous déplacer, tantôt infliger des dégâts. Je crois qu'il y a du soin aussi. Ouais, Euh, c'est ça. donc c'est très intéressant. Les deux versions, la version qui colle des dégâts est intéressante. Et la version qui joue aussi sur la mobilité, bon bah là, Jack, ça devient vraiment Speedy Gonzalez. Concrètement, c'est c'est vraiment pas mal, puisque du coup, vous allez vous déplacer au cours de votre tour, piocher une carte à la fin de votre tour, et du coup activer la pierre ancienne. Donc ça veut dire que vous avez un déplacement supplémentaire à la fin de votre tour. Pour encore, par exemple, fuir un chasseur, bah, c'est vrai que vous allez commencer à bien creuser l'écart pour le coup. Donc, c'est pour peu qu'ils se retrouvent pas bloqués notamment sur la route ou dans le scénario 7 avec les obstacles. Euh, c'est quelqu'un qui va pouvoir traverser une map, gérer les ennemis et puis bénéficier de son 4 en intelligence et de toutes les cartes chercheurs pour enquêter sans aucune difficulté. Presque on va se retrouver limité sur l'emplacement de main, ce qui pourrait peut-être être son souci avec son 1 de volonté pour le scénario 7 dans la Terre de Dagon. Hmm. Ouais. Bon, sachant que voilà, à l'instar d'Ursula, il pourra jouer Malesson, il pourra jouer Averti. Ce qui Ouais. le préservera pas de tout, mais
pourra quand même l'aider à nuancer et amoindrir les effets du deck de rencontre, surtout voilà, justement vis-à-vis de la volonté, hein. Ah ouais, et pour le coup, Malleson 2XP, c'était vraiment un Hmm. très, très, très bon choix, avec, avec Oui. Monterey Jack. Hmm. Ok, Et je quand même pense qu'on en a super fort cette allié. fini avec les truands. On peut passer à la suite. Hmm. Donc les mystiques, et du coup on va revenir sur un des investigateurs de la campagne avec Dexter Drake, le magicien. Ouais, Dexter Drake, et un petit peu de technique, à jouer, mais tu vois, à titre personnel, je vois vraiment comme un couteau suisse. Il va avoir une solution à tout, à la fois avec, donc du coup, le pool de cartes mystiques, de niveau 0 à 5, mais aussi les cartes truands, de niveau 0 à 2, et cette capacité, hein, en rapide de défausser un soutien en jeu pour jouer un soutien de sa main, pour une ressource de moins. Voilà, si on arrive à gérer le 6, le 6 en PV, c'est un super investigateur à la fois, soit pour du solo, soit pour du multi. Il Je y sais pas a, ce que toi tu en penses, mais moi, bah oui, et il y a une carte dont tu m'as parlé qui est vraiment intéressante à mon avis avec les mystiques pour ce cycle, c'est le Pentacle d'Onyx. ouais. C'est une carte du Ah coup bon? qui est apparue avec les clés écarlates. OK. Et bah, c'est vrai que son premier effet, donc incliner le pentacle d'Onyx et placer une fatalité dessus pour échapper à un ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe et gagner plus 1 à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très sympa, puisque Ouais, tous les ennemis ne sont pas forcément générés avec nous déjà. Donc, ce qui fait que pour des ennemis qui ne sont pas générés avec nous, on peut derrière passer notre chemin sans avoir à subir un effet d'engagement. C'est d'autant plus vrai quand on joue en multi et qu'il y a peut-être plus d'ennemis aussi en jeu. Parce que bon, Dexter ayant accès à la classe truand, il a aussi du gain d'action. Ce qui, encore une fois, va lui permettre d'enchaîner les actions et donc effectivement de se déplacer comme il faut après avoir échappé à cet ennemi dans le lieu connexe. Avec la classe mystique, on a quelques solutions pour gérer les fatalités, mais si on le joue à l'heure des sorcières, c'est déjà très bien, à mon avis. Donc c'est vrai que cette carte-là, que moi pour l'instant j'ai toujours pas testé, là, à mon avis, s'y prête particulièrement bien. ouais, moi c'est, alors j'ai longuement joué Dexter dernièrement pour préparer les chasseurs de mythes, et il y a plusieurs combinaisons qui sont très, très fortes avec Dexter autour du Pentacle Tonics, mais du fait d'échapper. Notamment grâce à Combat déloyal qui est sorti aussi, dans les clés écarlates, grâce à, Symbole magique qui va nous permettre d'augmenter en fait le nombre d'emplacements de sorts qu'on peut avoir, et qui en réaction à avoir joué un sort va nous permettre de jouer, un autre sort sans perdre une action. Et bah, la gestion des cartes, qui pourraient avoir des fatalités dessus, bah, c'est géré par la capacité de Dexter, hein. Si jamais, voilà, on a accumulé, trop de fatalités sur le pentacle et qu'on on doit absolument s'en débarrasser pour éviter de faire passer la fatalité, il y a toujours la possibilité de défausser le pentacle pour mettre en jeu une canne épée, par exemple, ou un symbole magique, même si c'est dommage de perdre l'action rapide. Mais c'est facilement, on peut le temporiser. Hmm. Surtout que, maintenant avec la dernière liste des tabous, pour moi c'est le grand retour de David Renfield chez les Mystiques. Donc du coup, on règle le problème, de la ressource. On a toujours accès à Léo Deluca et Instinct Affûté, notamment avec la personnalisation lorsqu'on joue en soutien pour gagner du tempo. Donc, on va échapper, on va pouvoir jouer, une action, on va pouvoir attaquer pardon en réaction avec, combat déloyal, on va attaquer avec un sort, réaction du symbole magique, on va jouer soit un sort d'enquête, soit un sort de soin, soit faire un autre sort d'attaque s'il y a un autre ennemi, enfin, et c'est génial, quoi. Hmm. C'est vraiment extraordinaire, on fait de la magie avec Dexter. C'est vrai, on fait de la magie et notamment aussi avec la carte embrouillée,
qui, bon, bah, étant biclassé truand mystique, nous permet en fait de récupérer une action si jamais on réussit notre test d'évasion. C'est quand même pas mal. Voilà, j'en parlais un peu du gain d'action de Dexter. Voilà aussi une possibilité de venir compresser des actions. C'est quand même vraiment très intéressant et ça s'y prête bien, hein. Ouais et là encore, il y a que les cartes de niveau 1, mais Mm. Dexter, de par son pool, a accès aux 4 sorts, disponibles dans les confins de la terre, qui sont biclassés, pardon. Donc ça peut être le flambeau, ça peut être embrouillé, sérénité naturelle, ou divination pour enquêter, qui ont, enfin, qui subliment l'investigateur, quoi. Et puis accessoirement, j'ai cru comprendre qu'avec toi, Dexter et les XP, ça atteignait des sommets. Ouais, ouais, je sais plus combien j'ai fait sur le dernier, mais Dexter, on peut jouer du coup, les arcanes. Donc du coup, pour réduire le coût en XP des prochains sorts, Terrier du Lapin pour diminuer aussi le coût en XP, et on peut faire pour, je sais pas, au moins 60 XP sur les decks, hein. Voilà. On Mm. ne sait plus quoi faire, on joue Pentacle de Nyx 4 XP. Ok, bon bah sur Dexter, moi en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire. Si jamais vous avez des questions sur Dexter ou sur les cartes qu'on peut jouer, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je peux partager mes decks sans souci. Ils sont déjà disponibles dans le cadre des chasseurs de mythes. Donc, ce sera avec grand plaisir. Bah après à voir si on discute pas pour faire un instinct de survie sur Dexter avec ton deck pour les chasseurs de mythes, hein, ça peut être Mm. intéressant. Ouais, ouais, on peut faire ça. On peut faire Ok, ça aussi. ça marche, voilà pour une future vidéo. On a un thème. La magie. Mm. Et donc du coup, le deuxième investigateur mystique dont on va parler, c'est Lily Chen, l'artiste martiale des confins de la Terre. Ouais. Bah, Lily qui va jouer des cartes discipline qui vont booster de manière passive les caractéristiques et apporter, voilà, apporter un effet one shot qui va retourner la discipline pour donner un malus jusqu'au temps de pouvoir la remettre sur la face plutôt. Euh, Là, il y a l'harmonie d'esprit qui est, à titre personnel, hein, celle que je joue en solo parce que j'enquête avec la volonté, mais elle a la possibilité de soigner, ce qui est particulièrement bien pour le cas d'Innsmouth. Après, il y a la plus forte des disciplines, entre guillemets, qui permet de faire 3 actions en une action, combattre, échapper, Mm. ce qui est extrêmement puissant. C'est une investigatrice qui a accès à des cartes, aux cartes gardiens de niveau 1 à 5, donc couplé à un bâton du dragon, par exemple, donc en carte mystique niveau 0, elle va avoir accès à un panel de sorts, d'actions qui sont aussi bien en multi qu'en solo. C'est une super investigatrice pour Innsmouth qui va à la fois mettre du dégât et avoir beaucoup d'ennemis à gérer. Peut-être le seul problème, ça va être le gain d'action. C'est Mm. le point faible de la classe des gardiens. Mais bon, on n'en reparle pas à chaque fois, mais elle a notamment accès au miroir sacré de niveau 3 hein, pour soigner aussi. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, un peu à l'instar de Sœur Marie, elle va avoir toute la famille d'entraînement physique, comme tu as dit, le miroir sacré, qui est étude spirituelle et équipement de protection. Alors effectivement, voilà, c'est vrai que sur le gain d'action, ça va être un poil plus compliqué, mais ça reste quand même très solide. Et voilà, on le rappelle, tous les, à chaque fois qu'elle a 15 XP de gagner dans son deck, elle rajoute une discipline. Donc effectivement, en solo, on va commencer par l'harmonie de l'esprit. C'est vrai qu'il y a aussi l'équilibre du corps qui est celle voilà, qui rajoute plus ça en agilité et qui nous permet d'avoir les 3 actions combattre et ou échapper différentes. En multi, c'est super fort ça. Commencer à envoyer 3 actions combattre, bon, encore une fois différentes. Donc ça peut être une avec le bâton du dragon, une avec le flambeau et une avec un événement. Ça envoie du lourd, hein. Ouais. Et puis on parlait de quiétude spirituelle tout à l'heure, mais voilà, ça fait partie aussi
euh, des arcanes qui sont facilement jouables chez Lily, dans le cadre où on jouerait le bâton du dragon avec elle, ce qui nous confère donc un emplacement supplémentaire. On peut avoir un emplacement pour un sixième sens, un emplacement pour le flambeau si on veut une deuxième solution de combat. Et donc du coup, bah, ce troisième emplacement, il va parfaitement à une quête spirituelle ou à enchanter l'arme, hein. Mm. Mais, euh, mais ça permet de compenser finalement sa stat line qui est correcte, mais bah bon, sans non plus être exceptionnel. Mm. Allez, on va pouvoir enchaîner avec la dernière des classes, la classe des survivants. Et du coup, pour les survivants, on vous réserve une petite surprise puisque Ako vous a choisi Wendy Adams Ouais, parallèle. Bon alors là par contre je ouais, pense ouais. qu'il faut tout reprendre de zéro quand même parce qu'il doit y avoir quand même quelques personnes qui ne connaissent pas Wendy Adams en version parallèle. Ouais, alors il y a mon premier choix, c'est que des choix un peu audacieux, mais premier choix, Wendy Adams parallèle, qui va arriver en jeu avec son permanent, hem, bon, alors les 2 cartes tournent autour du béni et du maudit. Mm. C'est pour ça que je les ai sélectionnés pour Innsmouth parce que je trouve que c'est particulièrement, raccord avec la campagne. Hem Wendy va avoir un style de jeu qui va être basé sur le fait d'échapper aux ennemis, et lorsqu'elle va échapper aux ennemis, elle va pouvoir sceller dessus des pions maudits, des pions bénis, hem et Mémoire de la mer, enfin Tibal Memento, je sais plus comment ça s'appelle en français, le permanent qui Voilà. vient avec elle, Souvenir de la mer, voilà. Qui lui va réagir lorsqu'on devrait mettre de la fatalité sur un ennemi, ou que celui-ci devrait se redresser. Il peut empêcher cet effet en enlevant les pions qui sont scellés dessus. Euh, mais aussi, une des particularités de Wendy, et c'est là où je trouve que c'est génial en fait sur Innsmouth, c'est que donc oui, Wendy a des conditions de deck build qui sont quand même assez larges. Elle peut avoir des cartes survivantes de niveau 0 à 5, et puis en plus de ça, elle doit intégrer soit des cartes soit des cartes bénies, pardon, soit des cartes maudies, soit les deux, mais dans ce cas-là, elle gagne 5 cartes en plus dans ses conditions de deck build, et ces cartes aussi vont de niveau 0 à 5, il me semble. Mm. Euh, L'énorme avantage de ces conditions de deck build, c'est que sur Innsmouth, elle va notamment avoir accès à, si elle joue Béni, Vague du Destin, je crois, qui est une carte mystique qui permet de remplacer momentanément tous les pions maudits par des pions bénis et d'inverser le Chaos Bag à la fin du tour. Elle va pouvoir, donc, en choisissant béni, jouer sur toutes les cartes bénies qu'on connaît très bien, Faveur du Soleil, Anti-Traité, ce genre de choses. Et elle va en même temps pouvoir aussi bloquer les ennemis en jeu, éviter la pose de fatalité dessus, ce qui est toujours ce qui nous évite d'aller faire des cultistes à droite à gauche pour les gérer, surtout lorsqu'on n'a que un point, un point pour combattre. Après, il y a la possibilité de jouer sur les maudits, et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui était beaucoup fait. Il y a notamment des cartes en truand qui jouent si on tire des bénis ou des maudits. Il y a Ariastrad qui est un événement qui permet d'infliger des dégâts en mettant des maudits. Il y a son équivalent chez les bénis, le châtiment lumineux, qui permet de sceller des pions bénis pour infliger des dégâts. Donc il y a quand même aussi des solutions de combattre annexes, complémentaires à la capacité de Wendy. Je pense que pour l'instant, c'est des deck builds qui sont un peu à l'état d'ébauche. On verra avec le prochain cycle, le festin d'Hemlock Valley, ce que ça va donner. On sait qu'on va avoir des nouvelles cartes qui vont jouer sur les bénis, les maudits, qui vont pouvoir venir compléter les possibilités de Wendy Adams. Alternative. En parallèle, pardon. Mm. Et donc du coup, le deuxième survivant proposé, c'est son pendant, c'est Ashkan
Pete le vagabond. Donc du coup, alors c'est pas le dernier puisque Jim a été teasé il y a quelques jours, mais Ouais. Ashkan fait partie, c'est l'avant-dernier qui nous a été donné il y a pas si longtemps que ça. Euh, du coup, on inaugure avec Ashkan un nouveau type d'investigateur parallèle dans le sens du deck building, puisqu'en plus Jim prend un type de deck building similaire à celui d'Ashkan. En l'occurrence, Ashkan a des cartes survivantes du niveau 0 à 3, des cartes improvisées et tactiques de niveau 0 à 4, des cartes neutres de niveau 0 à 5 et jusqu'à 5 cartes gardiens de niveau 0. Par contre, sa grosse particularité, c'est sa capacité. Alors vous débutez la partie avec la guitare de Pete en jeu, on y reviendra juste après, mais sa réaction, quand une de vos cartes attachées à une carte scénario devrait être défaussée, ajoutez-la à votre main à la place. Alors du coup, avec cette capacité, à quoi est-ce que tu penses quand tu nous conseilles de jouer Ashkan Pete sur Innsmouth? Alors, j'ai testé Ashcan sur Innsmouth. Innsmouth, on avait dit la dernière fois, l'avantage de cette campagne, c'est qu'il y a pas beaucoup d'ennemis qui sont élites, ou en tout cas pas d'ennemis qui sont qu'on doit obligatoirement vaincre, comme le prêtre Ghoul par exemple. Donc on va vraiment pouvoir utiliser la capacité de la guitare pour repousser des ennemis non élites assez fréquemment, soigner des horreurs, gagner des ressources. Il va falloir trouver une solution pour gérer les ennemis élites, hein. Je pense à la poule, au Kogoth, à l'amalgame, à Osteros. Mais, bon, d'une manière générale, tous les profonds et une grande partie des cultistes sont, enfin, rentrent dans le scope de la guitare. La capacité d'Ashkan va jouer sur les cartes qui sont attachées aux cartes scénario. Et donc là, moi, je pense forcément aux cartes improvisées comme piège régimentaire, par exemple, la barricade, cafette, piège à coller, qui coûte 2 XP, mais et qui sont des super cartes, en fait. Maintenant qu'on a un investigateur qui tourne autour de ça, on va pouvoir attacher ces cartes sur notre lieu, profiter de leur effet, donc par exemple empêcher un ennemi chasseur non élite de rentrer dans notre lieu dans le cadre de la barricade. La cafette en rapide va nous permettre de rendre les ennemis des ennemis distants, et donc du coup nous on va pouvoir faire notre tour. Le piège rudimentaire, donc qui est rentré sur les clés écarlates, c'est une carte personnalisable qui met des malus dans un premier temps, mais on peut le personnaliser de plein de manières différentes, notamment en enlevant des mises. Donc c'est un piège qui arrive avec des mises dessus. En enlevant des mises, on peut infliger des dégâts. Lorsqu'il n'y a plus de mise et que la carte devrait être défaussée, on va infliger jusqu'à 3 dégâts, je crois, sur les ennemis. Les remonter dans notre main, donc on ne perd pas en fait ces cartes qu'on va pouvoir repositionner au fur et à mesure qu'on va avancer sur le plateau. Et bien évidemment, comme on a accès aux cartes tactiques, on peut mettre à peu près tout le monde au même endroit. Forcément, moi je pense à l'explosion de dynamite, fonctionne très très bien avec Akan. Ah, c'est vrai que Alors, l'explosion de dynamite est vraiment sympa avec la guitare à plusieurs égards, puisque la guitare nous permet de déplacer les ennemis. Donc du coup, on va pouvoir tranquillement orienter les chasseurs pour faire en sorte qu'ils se regroupent à un endroit. Et en plus, la guitare nous permet, s'il n'y a pas d'ennemis dans notre lieu, de gagner une ressource. Donc ce qui fait que d'un côté, d'un point de vue tactique, on regroupe les ennemis, et de l'autre, on commence à accumuler des ressources pour pouvoir jouer la dynamite. Donc du coup, c'est vrai que on est plutôt pas mal, sachant qu'il peut prendre la dynamite de niveau 3. Hein. Et donc du coup, c'est oui, rapide. Ça colle des 3 dégâts à tous les ennemis dans le lieu. C'est quand même pas mal. Hein. ouais. Et alors, bon, moi, la solution que je joue, qui est un peu une solution de facilité avec Akan pour gérer les gros ennemis, c'est de l'évasion. Et donc, du coup, pour m'assurer de la réussite, je joue Benny à côté. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Et j'ai choisi de jouer une carte que j'aime énormément, qui est livrée à vous-même, 3 XP, donc qui en coûte 6, hein, parce que la carte est exceptionnelle, et qui permet une fois par tour de réduire de 2 le coût d'un événement survivant, et donc de le jouer.
Alors pourquoi est-ce que je joue livre à vous-même avec Ashcan? Parce que, bah, du coup, toutes ces cartes, qui vont s'accrocher à des cartes scénario, on va les faire remonter, mais c'est des cartes qui coûtent toujours 1, 2. On a, prouver sa détermination? Non, non, ça c'est un comment ça s'appelle? On a la carte qui permet de en rapide de mettre des jetons bénis dans le chaos bag Oui, qui elle aussi coûtent 2. c'est garder la foi. Gardez la foi, voilà. Donc du coup, on a beaucoup de cartes, chanceux aussi, hein, qui va coûter 1. Donc voilà, j'avais pas forcément besoin, d'un allié avec Ascan. J'avais besoin, de ressources, parce que le deck coûte cher, hein. À chaque fois, il faut payer ces cartes-là et comme tu disais, à un moment donné, il faut payer la dynamite aussi. Il faut soigner parce que, bah, comme je joue, dans le vif du sujet avec Ascan, j'ai décidé de commencer avec, 2 traumas mentaux. Donc voilà, livre à vous-même était une bonne surprise avec Captain Pete parallèle et qui paye la quasi-totalité du deck du pack événement. Mm. Oui, particularité aussi avec cette version parallèle de Ashcan. Ce qui fait aussi qu'il a moins besoin d'alliés que l'autre Ashcan, c'est que sa statline a été quand même revue à la hausse avec 7 points de vie, 7 points de santé mentale et un petit plus 1 en force, puisque avant la statline de Ashcan c'était 4 volonté, 2 intelligence, 2 force, 3 agilité. Là on a un petit 3 en force, bon, qui n'est pas forcément la chose la plus importante, mais par contre le 7 points de vie et 7 points de santé mentale, ça c'est une vraie bouffée d'air, hein. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Parce qu'il va pas avoir accès à beaucoup de cartes de soins ou ce genre de choses, hein. Donc il faut vraiment être assez vigilant là-dessus. Surtout que il va, il va rien pouvoir faire contre les effets d'engagement. On peut jouer en chasse, hein, par exemple, avec Athènes, on peut jouer taper dans la fourmilière, qui est une carte tactique qui nous permet de compenser le 2 en intelligence pour avoir des indices. Le problème, c'est que c'est autant de cartes qui vont générer un ennemi engagé avec nous. Et on le sait sur Innsmouth, il y a des effets d'engagement qui peuvent être la perte de points de vie, la perte de san. Donc voilà, à surveiller. Mm. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour un peu des investigateurs. C'est vrai que ça en fait quand même du monde à décrire, à analyser et à vous conseiller. Bon, on a fait de façon globale un bon gros tour d'horizon en deux vidéos. C'est vrai que ces vidéos-là, Contrée sauvage, c'est toujours un peu de travail et surtout c'est beaucoup de temps de façon à essayer de décortiquer les choses. Et encore, on Ouais. rentre pas vraiment dans des spoils de fou, dans les scénarios à analyser, les sets de rencontres et tout ça. Parce que sinon, ça représenterait, je pense, des heures et des heures de vidéo, on n'aurait pas fini. Mais bon, On l'a on l'a fait nous de notre côté, hein. Et oui, si, bah oui. si on doit, quand on s'amuse à calculer les probabilités sur Raillery, par exemple, pour Mm. connaître est-ce que la carte va vraiment être bénéfique ou pas sur cette campagne, on est obligé de faire ce travail-là, mais c'est vrai que sinon après ça fait des vidéos à rallonge. Oui, donc c'est vrai qu'il faut toujours trouver le bon équilibre entre quelque chose de vraiment approfondi, etc., mais quelque chose aussi de digeste, parce que on n'est pas tous là à vouloir justement calculer des probabilités, est-ce que je prends ça, ça, ça. Il y a plusieurs profils de joueurs et on essaie de satisfaire le plus grand nombre d'auditeurs. Donc bon, est-ce que tu as un petit mot de la fin par rapport à cette campagne, à cette première collaboration in vivo sur l'Arkham GCE TV? Moi, ça me fait super plaisir de participer et d'apporter ma petite pierre à l'édifice et j'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, voilà. Sur Innsmouth, en plus, c'est vraiment une super campagne. Je pense que je vais profiter des prochaines semaines pour la relancer et tenter le défi des 15 flashbacks, Ah, les fameux. très probablement en premier en duo. Et puis voilà, après coup, je me suis dit, mais j'ai toujours pas réussi ça, quoi. Donc, très probablement venir appliquer dans les idées des investigateurs qu'on a proposés pour faire quelque chose, un Tommy montré Jack, par exemple, ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, bon bah ouais, bah c'était un plaisir de toute façon de t'avoir pour ces quelque part deux vidéos, hein. Ça aurait été un échange très enrichissant et qui, je ne doute pas, aura plu à tous ceux qui auront vu la vidéo. Donc encore une fois, si vous voulez qu'Akodo revienne pour nous livrer ses expertises, n'hésitez pas à liker, commenter
et partagez. Et d'ici à la prochaine vidéo, on vous souhaite à tous de bonnes parties. À la prochaine. Au revoir. Ciao.